l'expérience soit synonyme de liberté ou de solitude, de frein ou de moteur, qu'elle soit pour un temps ou pour toujours, ça veut dire quoi être tout seul quand on est entrepreneur ? Tous l'ont vécu et tous en ont une perception unique. Vous écoutez Tout Seul, le podcast d'Orange pour les pros. Je suis Mathilde Guyot et je rencontre pour vous des entrepreneurs qui ont accepté de raconter leur histoire sans phare. Aujourd'hui, nous sommes à Tour-la-Ville, près de Cherbourg, pour rencontrer Damien Cottebrune. Bonjour Damien. Bonjour. Merci de nous accueillir. Est-ce que je peux vous laisser le soin de vous présenter à nos auditeurs brièvement ? Pas de souci. Alors donc moi je m'appelle Damien Cottebrune, j'ai 30 ans et donc je suis originaire de la région et je travaille ici. Vous travaillez donc à Livermore qui est votre société ? Livermore est ma société, c'est sorti de ma tête il y a maintenant 3 ans et demi, 4 ans et je vis 100% de mon temps avec Livermore, ouais. Une société de réparation d'électroménager. Réparateur, ça a toujours été le plan ? C'était une vocation de petit garçon ou est-ce que c'est venu plus tard ? Non, c'est ça, c'est une vocation aussi de petit garçon. En effet, moi je fais ça, j'estime, depuis que j'ai l'âge de 8-10 ans, je fais de la réparation. Ouais. Je démonte comme beaucoup, peut-être entendront ce podcast, et puis ont des enfants. Voilà, je démontais tout. Moi je m'ennuyais très vite sur les bancs de l'école et très tôt. Et donc quand vous vous ennuyez et que vous avez cette fibre aussi un peu pour l'humour, et ben je foutais le bordel. Ça veut dire que c'était impossible pour moi de me concentrer et c'était impossible pour moi de concevoir que les autres se concentrent. Ça c'était un peu plus problématique, donc je faisais en sorte que tout le monde s'amuse et c'était un peu le problème. Et donc non, cet état d'esprit d'humoriste en herbe, on va dire, m'a fermé beaucoup de portes et m'a conditionné à, comme malheureusement on peut encore l'entendre aujourd'hui dans les parcours professionnels après la troisième, si t'as pas su te mettre dans le moule de l'éducation nationale, t'es condamné à une voie professionnelle et on te fait un signe que va falloir que tu travailles très vite puisque tu feras pas beaucoup de longues os dans les études, quoi. J'imagine que du coup, on vous a renvoyé une image d'échec scolaire. Ouais. Comment est-ce que vous l'avez vécu et comment est-ce que vous l'avez pris ? Moi, ça ne m'a pas détruit. J'ai cet état d'esprit un peu de battant aussi. Et justement, quand on me dit c'est pas possible, c'est là que je dis ouais, c'est trop bien, faut y aller. D'où est-ce que ça vous vient, à votre avis, ce côté battant ? Ça me vient de ma famille. Ça me vient de ma famille. Ça vient de. J'ai un parcours familial un peu, on va dire, chaotique. Il y a des choses qui se sont passées. Voilà, j'ai perdu mon père très tôt. Donc en fait, c'est ça aussi, les gens qui se disent ah ben ouais, mais ça c'est un truc de petit garçon. T'as dû sûrement apprendre à bricoler avec ton père. Bah non. Donc moi j'avais à la maison une dame qui a pris tous les rôles, quoi. Donc qui a été obligée de prendre les rôles un peu plus brutaux. Ça veut dire qu'il fallait que ça avance, il fallait que ça file, puisque toute seule on pouvait pas faire grand chose. Donc qui se levait de matin de très bonne heure, qui en fait a fait tous les métiers du monde, mais les pires métiers, et pour gagner son argent et puis pour élever ses enfants derrière. Donc ça filait droit. Voilà, fallait que ça file droit. Et je pense que j'ai cette fibre aussi de maintenant de la reconnaissance par le travail. Donc vous êtes battu, Vous avez fait cette filière pro. J'étais pas plus emballé que ça, j'étais pas du tout prêt à travailler, mais vraiment pas du tout. J'étais paumé, mais on a fait voie pro. À l'époque, pareil, j'avais dû lire un magazine sur les voitures, je dis bah attends, on va faire mécanique auto. Voilà, donc je suis rentré, j'ai trouvé un apprentissage quand même. 6 mois après, ça l'a pas fait, quoi. 6 mois après, vous allez au boulot à reculons, vous êtes jeune, vous êtes complètement paumé, vous avez la boule au ventre, vous avez envie de chialer, ça tenait pas, quoi. Même si j'étais pas à ma place, le fait d'avoir une situation stable, pour ma mère, c'était quand même une fierté. Là, il travaille, il a un contrat, il a une rémunération, il est dans le système. Mais moi, j'étais pas à ma place, donc j'ai coupé ça. J'ai dit là, j'en peux plus, je peux plus y aller, c'est pas possible. Et la réaction à ça, c'était ma mère qui ne supportait pas qu'on ne travaille pas. Ça veut dire qu'il fallait que je sois à ma place. C'était impossible de rester à la maison. C'était pas concevable. Qui m'a pris, qui a ouvert les portes d'un lycée professionnel et qui a dit tant pis, vous le mettez où il y a de la place. Là où il y a de la place, c'était maintenance industrielle. BEP maintenance industrielle. Mais là, j'ai découvert un cadre professionnel. C'est-à-dire que vous foutez le bordel, oui, mais en face de vous, vous avez des profs qui sont issus du milieu professionnel. Donc là, vous êtes recadré très vite. Et c'est ce qu'il me fallait. Et du fil en aiguille, et mine de rien, ce parcours professionnel qui devait faire 2 ans et travailler, je suis monté à Bac+3. Je suis tombé en plus sur un patron hors norme. Je ne sais pas s'il écoutera ce podcast, mais hors norme. Et j'ai adoré. Ça restera ma meilleure expérience professionnelle.
salariat, c'était génial, vraiment génial. Ouais. Alors du coup, vous êtes resté 1 an, un petit peu plus d'1 an Ouais. en tant que salarié, mais vous quittez cette aventure. Pourquoi? Je quitte cette aventure parce que 2 choses. Ça veut dire que à l'époque, il y avait une restructuration de pas mal d'usines, justement du nucléaire. Ça sentait pas très bon. Et puis c'est pareil, je me suis toujours senti aussi, dès que les choses vont bien, c'est que j'ai l'impression de me planter aussi. C'est con, hein, c'est moi. Mais comme j'étais à ma place et que j'avais l'impression que le train était sur ses rails, je dis oula, c'est trop facile. Je suis devenu formateur en insertion. Donc formateur en insertion, je travaille avec des jeunes en difficulté et à travers la réparation, je leur montrais qu'ils étaient capables de faire quelque chose. Je pense qu'il y a un signe là déjà. Cette expérience de formateur, ça a duré combien de temps du Ça a coup? duré 3 ans et demi, je crois. Et au bout de ces 3 ans et demi, qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que vous aviez déjà d'autres projets à côté de cette fonction de formateur ou est-ce que vous êtes vraiment dédié à 100% à cette activité? Bah, c'était des contrats courts, donc j'étais pas à 100%. Donc ce que je faisais, c'est qu'à côté, justement, j'avais toujours cette petite flamme qui s'animait au niveau de la réparation et l'envie de ramener la réparation au centre des choses. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté une association. J'ai commencé par monter une association puisque, en fait, moi, je bricolais dans mon coin et j'avais plus, comment dire, d'appareils à réparer. Ça veut dire que je réparais les miens, je réparais ceux de la famille. Et puis avec mon pote de l'époque, on se dit, putain, c'est con, on n'a plus rien à réparer. Et autour d'un apéro, on se dit, eh ben, en fait, on pourrait peut-être se réunir genre une fois par mois. Et puis nous, on vient avec nos outils, puis on dit aux gens, bah, vous venez avec l'envie d'apprendre. Et vous allez vous mettre en face de nous sur la table et puis bah, on va dépanner ensemble. Au bout d'un moment, c'est pareil. Le salariat, c'était pas pour moi. C'est pareil, cette flamme qui grandissait d'entreprise prenait le dessus sur le salariat. Bim, mets-toi à ton compte, on y va. C'est le moment, on développe une boîte, enfin je développe une boîte et on y va. Je crois savoir que vous avez ouvert à un moment une page Facebook qui s'appelle Je monte ma boîte à Ouais. Cherbourg. Ouais. Est-ce que c'était à ce moment-là du coup? Exactement. Qu'est-ce que vous avez mis sur cette page Facebook et quel a été votre voyage un petit peu dans ces premières années avant que cette boîte existe? Ça, pareil, en fait, je déteste la solitude. Ça veut dire que j'adore travailler seul dans mon atelier, tout ça, il n'y a pas de souci. Voilà, quand je vois qu'il n'est pas là l'après-midi, j'aime bien, c'est cool. Mais par contre, dans la réflexion et dans les difficultés, la solitude, c'est pas top. Et en fait, moi, quand j'ai voulu monter ma boîte, j'ai fait comme tout le monde, j'étais sur Google et puis j'ai dit comment monter sa boîte. Et là, j'ai rien compris. J'ai lu plein de trucs, j'ai rien compris, mais rien pillé. Et je me suis dit, Arrêté. et là, j'ai eu ce sentiment, j'ai retrouvé un peu ce sentiment de moi à l'école. Me dire, ah ouais, en fait, t'es trop con, quoi. Là, tu comprends pas le truc. Mais en fait, non, c'était pas que j'étais trop con, c'est juste que l'administration est imbouffable. C'est juste ça. Et là, je me suis dit, ah. Et donc, enfin, j'ai compris que l'administration était imbouffable parce que j'ai eu cette idée, je me suis dit, putain, mais je suis pas tout seul à vouloir faire ce parcours, à vouloir monter ma boîte. Et puis, comme à l'époque, les réseaux sociaux marchaient plutôt bien, et je dis, putain, je vais ouvrir une boîte qui s'appelle Je monte ma boîte à Cherbourg. Je vais pas dire ce que je vais faire. Et je vais dire aux gens, suivez-moi dans ce parcours de créateur d'entreprise de aujourd'hui j'ai l'idée, à quand on va fermer cette page, à l'époque je voulais la fermer à la fin, à quand on va fermer cette page, où j'ouvrirai la porte de ma boutique et vous allez pouvoir rentrer. Et donc dans cette page, j'expliquais, aujourd'hui je remplis tel dossier qui va correspondre à telle chose, c'est l'administration qui me demande de le faire. Aujourd'hui je cherche des financements, aujourd'hui j'ai rencontré un notaire, aujourd'hui. Et en fait, l'avantage de cette page, c'est quand j'avais des interrogations, les gens qui suivaient cette page, qui étaient en partie des entrepreneurs, m'ont dit « Non mais ça, t'embête pas avec ça, c'est simple, fais-le comme ça. » Et là, mais c'est plus facile en fait. Et en fait, des gens qui avaient déjà traversé ce parcours-là, qui vous l'expliquent avec leurs mots, et pas juste des dossiers imbouffables ou des formulaires imbouffables, parce que cette page-là m'a permis justement on avait à peu près 800 personnes donc sur cette page qui nous suivaient et qui m'ont encouragé, m'ont soutenu dans les moments difficiles. Cette communauté de cette page revient un petit peu en arrière. Vous l'avez rencontrée? Ouais, cette communauté-là, en fait, vous rentrez chez vous le soir, vous avez fait de l'administratif un peu toute la journée, et elle est là. C'est-à-dire, vous pouvez lui parler, et je dis, putain, c'est quand même un peu con, je suis pas du tout là-dedans, le côté virtuel, c'est bien, mais l'humain, c'est quand même essentiel.
Et cette page-là grandissait, et puis je parlais toujours pas de ce que j'allais faire, hein. Les gens ne savaient pas, hein. Je monte ma boîte à Cherbourg, ils savaient que j'allais monter une boîte, mais ils savaient pas dans quel truc. Quel Alors c'est marrant parce suspense. que dans la page, j'ai remarqué qu'il y avait quand même quelques personnes qui étaient là pour voir. Oh putain, j'espère qu'il va pas monter un truc comme moi. On voyait, on sentait. En fait, c'est quoi que vous allez monter C'est pas dans les fringues, hein, non, parce que moi. J'ai dit non, mais je vous dis pas, mais vous inquiétez pas. En tout cas, je ne ferai de tort à personne. Là où je vais m'installer et ce que je vais faire, il y a personne dans la zone que je veux faire et qui fait ça, ou en tout cas, il y aura assez de travail pour tout le monde. Et donc je décide en fait à un moment donné j'ai poussé le teasing jusqu'au bout, et au bout d'un moment je voyais que les gens ah non mais c'est bon, arrête de nous saouler là, dis-nous ce que tu veux faire. Et j'ai dit bah écoutez, on va faire une grande soirée dans un bar, donc un restaurant bar qui s'appelle le Club Dinette à Cherbourg, qui est un restaurant circuit court génial, et le bar était plein à craquer. Mais quand je dis plein à craquer, c'était plein à craquer. Et là j'arrive, je fais oh putain. Vous attendiez pas ça? Non, je m'attendais pas à ça, parce que c'est très facile de réunir sur le virtuel, sur les réseaux, vous avez beaucoup de gens qui vous suivent. Mais en fait, c'était le premier appel que je faisais, je dis bon en fait non, les gens ils sont tranquilles dans leur canapé, ils mettent un like, ils mettent un commentaire, c'est marrant, mais ça ira pas plus loin. C'est quand même un effort de se déplacer dans un bar et de rencontrer des gens. Et là le bar était blindé. Et là je fais ouf. Et là je dis putain, je vais leur dire, j'ai fait du teasing depuis le départ, je vais leur dire je répare de l'électroménager, et on dire tout ça pour ça. Mais en fait non, quand on a puis les gens commençaient à connaître mon combat aussi derrière pour la réparation, tout ça, donc ils se doutaient qu'il y avait quelque chose dans ce sens. Et quand on a lancé le projet, bah voilà, ça a plu tout de suite. Avant de mettre la clé dans la serrure et d'ouvrir la porte de cette boutique, pour créer ce projet et monter ce projet, est-ce que vous avez réussi à trouver des acteurs et des personnes qui vous ont accompagné et qui avaient les mêmes valeurs que vous? Déjà, j'ai été suivi par la CCI, Chambre de commerce et d'industrie à Cherbourg, où j'ai eu une super comment dire, Super équipe. une super personne qui m'a, avec la dose d'humanité comme il faut. Parfait. C'était génial. Donc en fait, quand j'ai voulu ouvrir ma boîte, je me suis déjà rapproché d'une entreprise qui me plaisait et au concept qui me plaisait, l'état d'esprit qui me plaisait. Donc c'était le Club Dinette avec Marie à Cherbourg, c'était Fox à Cherbourg aussi avec Aurore, c'était une boutique totalement made in France. Et pas mal d'entreprises comme ça du coin, j'ai écouté. Voilà, j'ai écouté. Vous êtes parti avec 0 €. 0 € en poche. Comment est-ce qu'on crée un projet avec 0 € en poche? L'argent, c'est le nerf de la guerre, on me l'avait dit. On m'avait dit que mon projet, ça allait être compliqué. Alors, c'est pas un projet qui vaut très très cher à la base, c'est un projet qui vaut à peu près 40 000 €. Mais c'est quand Faut les avoir. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai jamais eu d'économie, j'ai jamais fait des métiers où on gagnait des 100 et des 1000. Et donc, il a fallu trouver de l'argent. Déjà, un apport. Cet apport, il a été en partie récolté par un financement participatif. J'ai obtenu 4 000 du premier financement, 4 000 € de donateurs. Et après, j'ai obtenu 2 000 € d'un budget d'État ou un truc comme ça qui m'a permis d'avoir l'apport nécessaire face à la banque pour obtenir le prêt. On va trouver un financeur éthique. Financeur éthique, ça veut dire que tout l'argent qui est proposé dans ce pôle de financement finance des projets agricoles, des projets d'énergie renouvelable, des projets à caractère humain. Et tout l'argent qui circule, donc c'est la banque, c'est la nef, qui circule sur la nef, ne se retrouve pas sur les marchés spéculatifs et n'alimente pas tout ce qui est production de pétrole et tout ça. Ils font très attention à ça. Et je me suis dit, c'est ce financeur-là qu'il faut. Forcément, financeur éthique, forcément, il faut avoir un dossier béton en face. Et bizarrement, c'est le seul qui a souhaité me rencontrer, qui m'a dit, bah, moi, j'ai pas envie de parler d'argent pour l'instant. On se donne rendez-vous dans un bar. On a été au Club Dinette. Il s'est déplacé de Caen, ou de Nantes, de Caen, je crois. Donc c'était un financeur, c'est Guillaume Renaud, de la nef, qui s'est déplacé et qui m'a dit, bah, on va aller manger, je sais plus si on avait mangé ou bu une bière, je crois qu'on avait bu une bonne bière. Et il me dit, parle-moi de toi, parle-moi de ton projet, et on verra après. Et en fait, j'ai parlé de moi, j'ai parlé de mon projet. Il m'a dit, je prends pas de décision pour l'instant. Il m'a rappelé le soir, et il m'a dit, on finance. Vous avez les clés en main qui tentent. Vous êtes en face de votre tout premier local livrement, parce qu'il y en a eu plusieurs du coup, dans le centre-ville de Cherbourg. Ouais. En quelle année ? 2018. 2018. Ouais. Vous rentrez dans cette boutique, dans ce magasin, dans cet atelier, et vous êtes officiellement, comme vous le dites, je reprends vos mots, médecin urgentiste dans l'électroménager. Exactement, mais j'avais ce côté Dr Carter dans Urgence qui était génial. Comment est-ce que vous imaginez à ce moment-là que les journées vont se dérouler ? Est-ce que vous vous attendez à un succès
tel que vous l'avez rencontré. On s'est fait exploser la tronche. Ça veut En dire bien, que j'espère. en bien, et ça nous a aussi. Moi, j'avais ce petit côté un peu fleuri de le petit réparateur qui va avoir une cafetière, il va avoir le temps de la réparer et tout ça. Et en fait, on a très vite dépassé les 250 250 appareils déposés en dépôt de réparation. Et là, impossible à tenir. Il a fallu faire des petites périodes de fermeture pour liquider les appareils. Jean-Luc Venet faisait énormément d'air. À l'époque aussi, on avait Jennifer qui était avec nous, donc on était 3 et ça rentrait. C'était énorme. Ouais, le succès, en tout cas, la reconnaissance de notre travail et de la boîte a été très vite puisque beaucoup de gens se sont dirigés vers nous. Et le magasin du centre-ville a très vite été saturé. Ouais. Donc du coup, vous avez déménagé. Ouais, on a cette folie de réparation depuis le départ, depuis maintenant 3 ans et demi, a tendance maintenant à stagner. Donc on voit à peu près ce qu'on peut rentrer par jour et ce qu'on peut sortir. Mais à l'époque, ça grandissait. Donc on a eu un deuxième local en face, dans la même rue, on avait 2 locaux. C'était encore trop petit. Et en fait, il y a eu cette crise du Covid qui arrivait. Et cette crise du Covid m'a donné, moi, une petite pause, a mis tout le monde en pause. Et c'est là où je me suis dit, c'est le moment de rebondir. Ça veut dire que depuis un moment, tu penses à déménager. Tu peux pas parce que tu peux pas dire au client, je vais fermer une semaine et je vais partir. Donc j'ai fermé. Enfin, le Covid nous a obligés à fermer et j'ai dit, c'est maintenant. On a 1 mois. Ça va être le bordel. On a 1 mois où les gens, tant pis, de toute façon, ils vont pas venir vers nous parce qu'ils n'ont pas le droit. Donc on a 1 mois pour dans 1 mois être nickel, c'est-à-dire plus grand. Donc on a cherché un local et en fait pendant 1 mois on a déménagé dans ce local où je vous accueille aujourd'hui ici, qui est beaucoup plus grand, qui est un peu plus en périphérie du centre-ville. C'est un peu à contre-cœur qu'on est parti, mais le centre-ville on pouvait plus le tenir. Vous parliez du confinement, je sais que pendant le confinement vous êtes aussi pas mal baladé, vous êtes allé à la rencontre des gens qui avaient toujours besoin de vous. Est-ce que ça vous a donné des idées ? Est-ce que ça vous a donné envie de prendre ces idées de confinement entre guillemets et de les appliquer sur le long terme? Ouais, parce que ce qui s'est passé avec le Covid, nous on a été jugés entreprise essentielle. C'est très con, j'aime pas ça, mais ça nous a permis de travailler. Mais attention, le discours c'était vous allez continuer à travailler, mais les gens n'ont plus le droit de venir chez vous. Voilà, on était dans cette communication d'État qui était parfaite. Donc nous, en fait, on avait déjà un bon stock d'appareils à faire. On l'a fait, mais au bout d'un moment, ça rentre plus. Jean-Luc et Gabriel étaient là, Gabriel qui était mon salarié à l'époque, et on dit, là c'est chaud. Là d'ici 2 jours, on n'a plus rien à faire. Et donc à l'époque, j'avais mon petit camion personnel, et je dis, je vais aller chez les gens. Je vais passer ma journée à aller chez les gens, je vais aller chercher les appareils, je les amène là, tu les dépannes, et puis je les ramènerai. Donc on a fait ça pendant plusieurs mois, ouais. Et ça nous a permis déjà de maintenir, maintenir les salaires, et maintenir une activité. Mais j'ai apprécié d'être sur les routes, et j'ai apprécié d'aller voir les gens, d'aller rencontrer les gens. Et à l'issue de cette crise, en fait, on a développé le projet du déplacement à domicile qu'on fait maintenant donc tous les mardis, et du déplacement dans les campagnes aussi. Donc on a un camion aménagé. Donc là, ça va être un peu en stand-by parce que travailler dans un camion à Cherbourg, il fait super beau tout le temps, mais l'hiver, c'est vrai, c'est un peu tendu. Que doit être Livermore dans la société ? Moi, le côté hub social, hub humain, ça me va. Et ici, en fait, on refuse tout développement. Ça veut dire que depuis quelques années, on est couvert de prix, on a reçu des prix nationaux, je suis passé dans pas mal d'articles. Je travaille aujourd'hui pour la télévision, pour la radio. Ça, c'est moi, le côté personnel et le côté communication que je veux donner à ma boîte. Mais hors de question qu'il y ait 4-5 Livermore en France, non. Ça m'attire pas plus que ça. Moi, je suis un artisan, je suis pas un gestionnaire. Je suis un stressé aussi de la vie, donc ça veut dire qu'il faut que je me préserve aussi, le moins de stress possible. Et me dire que, parce qu'au moment où on a eu le prix à Paris du Pro de l'année 2019, couronné à la Tour Eiffel, donc ça a été un truc énorme. Les quelques mois après, on a énormément d'appels et puis les réseaux sociaux, des gens qui avaient envie d'abandonner leur travail et qui avaient envie de dire, j'ai toujours voulu me lancer, je suis pas bon en com, mais ce que vous avez fait là, moi j'ai envie de me mettre en dessous, j'ai envie d'avoir un Livermore, quoi. Donc au début, pris dans l'élan du truc, on commence à réfléchir, on commence à se dire c'est là, il est là le virage où on va gagner beaucoup d'argent et tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis réveillé, je me suis dit non, c'est pas du tout ça, quoi. T'as pas fait ça, et puis faire ça serait trahir aussi ce pourquoi t'en es arrivé ici. Et donc on a fermé tout, on a dit aux gens, moi je vous encourage, je vais vous aider à monter
On va monter un livreur-mort, mais ça sera pas un livreur-mort. Ça sera cette petite flamme qui a eu le déclic, comme je l'ai eu. Ça va s'appeler comme vous allez trouver un nom. Mais je vais vous aider, je vais vous transmettre un peu mon savoir-faire, je vais vous aider, je vais vous aider à accéder à la place que j'ai d'entrepreneur maintenant. Mais je pourrais pas avoir de livreur-mort, c'est pas possible. Parce que la dame ou le monsieur qui vient chez moi ici, elle est accueillie par moi. La dame qui sera accueillie à Nantes, parce qu'on a eu des demandes à Nantes, à Paris, à Marseille, ben moi je serais toujours à me dire comment elle a été accueillie. Est-ce qu'elle a passé un bon moment? Et ça je pourrais pas tenir. Donc oui, moi je suis ici, c'est une petite bulle, c'est un petit nid, c'est Livermore. Vous venez voir Damien, vous venez voir Jean-Luc. Chez moi, vous appelez, dans la journée, vous m'appelez, vous avez moi au téléphone, vous avez un technicien, vous n'avez pas d'intermédiaire. C'est petit. On parle de low-tech en tout ce qui est technologie. Je suis en low développement. Moi, je pense qu'il y a un nouveau truc. Ça veut dire j'ai ce qu'il faut pour vivre. Ma boîte, elle tourne. Pourquoi me faire chier, aller plus loin? Et en plus, à me dire, je vais développer, je vais gagner quoi? Je vais peut-être gagner un peu plus d'argent. Mais je vais collectionner les emmerdes. Ça veut dire que je vais être stressé. À 50 piges, je vais développer des maladies parce que j'ai été stressé. Non. Voilà. Je suis très bien comme ça, moi. Vous réparez plein de machines. Des machines aussi pour lesquelles on a du mal à trouver aujourd'hui des réparateurs, comme des machines à coudre. Exactement. Vous avez appris tout seul? Oui, on a commencé tout seul. La réparation des machines à coudre, en fait, c'est un savoir-faire que je voulais récupérer. Parce que sinon, c'est clair et net que dans 10-15 ans, les machines à coudre, déjà d'une, on ne les achète plus en France. Et là, on les réparera même plus en France. Donc en fait, c'est un savoir-faire que je voulais. Et puis je trouve que c'est un métier noble, parce qu'une machine à coudre, vous pouvez essayer de simplifier la machine, c'est pas possible. C'est un système mécanique pensé à l'intérieur qui est, pour nous, amoureux de la mécanique, qui est parfait. Et en fait, donc on a commencé un peu à bosser sur les machines à coudre pour nous, mais on était buté à quelque chose qui est un savoir-faire. C'est-à-dire que vous pouvez pas l'apprendre tout seul, c'est pas possible. Même les tutoriels et tout sur Internet, vous pouvez pas. Et de fil en aiguille, en parlant un peu de réparation comme ça, on a rencontré sur un salon des puces des couturières un monsieur et un réparateur qui avait plus de 40 ans d'expérience dans la réparation de machines à coudre. On l'a approché, puis c'est quelqu'un qui nous a dit « Mais allez voir le monsieur là-bas, il cherche à transmettre son savoir-faire, il aimerait bien vous rencontrer, machin. » Donc nous, on y va tout penaud, parce que on n'avait pas d'expérience là-dedans. Puis on se dit, 40 ans d'expérience, le mec, il va nous dire, non mais c'est mort, je joue pas avec vous êtes quoi, un réparateur de machine à laver? En fait, on l'a rencontré, on l'a invité à venir dans notre atelier. Il est venu, il a bien vu, il a scanné, il nous a scanné un peu. Mais en fait, le courant est très, très vite passé entre nous. Et avec plusieurs heures de formation, donc il est venu ici, il s'est déplacé lui-même. Il n'a pas de théorie, que de la pratique. Il est venu avec son camion, il a posé des machines à coudre sur les établis. Il a dit, maintenant je vais vous montrer comment ça marche, comment ça se dépanne, comment ça fonctionne. Et en fait, on s'en est pas rendu compte au départ, mais ce monsieur nous a transmis son savoir-faire avant d'arrêter totalement son métier. Donc là, maintenant, lui, il arrête totalement. Dimanche, là, c'est les puces des couturières. La boucle va être bouclée. Ça veut dire que je fais les puces de couturière avec lui, sur le même stand. J'ai une immense fierté de moi d'avoir appris, avec la transmission d'un ancien, un savoir-faire. Je trouve ça... Et j'espère, moi, plus tard... quand j'aurai 40-50 ans d'expérience, j'espère plus tard moi pouvoir transmettre ça à quelqu'un pour qu'il reprenne le flambeau ou ce genre de choses. L'image, je trouve ça belle. Je trouve l'image belle. Ouais. Il y a plein d'activités ici à Livermore finalement. Le mardi, vous allez rencontrer les gens qui ont besoin de vous chez eux. Ouais. La semaine, vous faites de la réparation ici avec Jean-Luc. Vous avez aussi des ateliers pour les enfants. Les petits apprentis, ça s'appelle. Tout simplement parce que les ateliers sont de 8 à 14 ans. Je l'ai mis à 8 ans parce que moi j'ai commencé à 8 ans à m'intéresser à tout ça. Donc j'accueille 8 à 10 gamins, donc un samedi sur 2. L'atelier il est fermé, donc ils viennent ici. Et en fait on prend des appareils et puis on les démonte et on regarde ce qui se passe dedans. On apprend ce que c'est que l'électronique, l'électricité, la soudure, la mécanique, le travail d'équipe, la réflexion. Et puis le sourire du gamin qui prend un aspirateur, ils se mettent en équipe de 3, ils prennent un aspirateur, ça marche pas. Et à la fin du cours, ils rebranchent. Et là, ils font ouah. Et là, on les voit sauter dans tous les sens, se taper dans les mains. Et c'est ça qui est cool. C'est à travers dans la réparation, vous bossez toutes les problématiques. La confiance en soi, la méthodologie, un cadre. Parce que si vous n'êtes pas cadré, vous allez me foutre toutes les vis dans un bol et puis à la fin vous dire ah bah ouais, j'ai pas été structuré donc j'arrive pas à le remonter. Et dans la réparation vous arrivez à bosser toutes les problématiques et là je vois avec les gamins c'est génial. En fait quand je vous écoute parler je me dis que vous n'êtes pas que réparateur, vous passez aussi beaucoup de temps à transmettre votre savoir et à apprendre aux autres comment le faire.
par les petits ateliers que vous faites pour les enfants, mais aussi à la télé, à la radio. Qu'est-ce que ça vous apporte et est-ce que c'était vraiment important pour vous d'avoir cette part-là de transmission dans votre quotidien et dans votre vie professionnelle? Déjà, ça m'apporte pas d'argent, ça je le dis parce que c'est que des projets où j'y vais gracieusement pour le moment. Les interventions que je fais à la radio sur France Bleu, je les fais gratuitement. Les interventions que je fais à la télévision sont gratuites aussi pour le moment. Donc ça m'apporte pas d'argent. Les gens qui auraient tendance à dire ils s'éparpillent un peu pour aller chercher du blé, c'est faux. Je pourrais me contenter de faire tout simplement qu'un atelier de réparation et puis voilà, ça me limiterait encore plus le stress parce que quand vous développez des projets, il faut que ça fonctionne, il faut communiquer, donc ça rajoute du travail. Mais ce que ça m'apporte aussi, c'est un combat. Ce que je fais, c'est un combat. Et un combat, il se gagne pas en restant les mains dans les poches. Le combat de la réparation, de remettre la réparation au centre de choses, de lutter contre les grandes sociétés qui ne font que vendre. C'est pas en restant les mains dans les poches. Donc moi j'ai envie que les générations futures se réapproprient leurs appareils. Votre machine à laver, du jour au lendemain, là, elle veut plus vidanger. C'est vrai qu'en face de chez vous, on vous a mis un joli 4x3 avec une super promo. Non, faut pas tomber là-dedans. Ça veut dire que moi je transmets de l'intérêt, ça veut dire que vous allez vous y intéresser. Vous allez vous redorer le blason aussi de votre confiance en soi parce que vous allez réussir à le faire vous-même. Et puis c'est ça, moi, le combat, je vais pas le gagner tout seul. Le combat de la réparabilité, de la réparation, je ne vais pas le gagner tout seul. Quand on voit les mesures qui sont prises au niveau de l'État, c'est des conneries. C'est parce qu'en fait, on écoute plus la parole du fabricant que la parole du consommateur. Le consommateur, ça fait déjà des années qu'il gueule et qu'il dit c'est pas réparable, ça dure plus assez longtemps. Et le constructeur qui dit oui, ça marche. Et en fait, le seul truc que le constructeur il a fait, c'est baisser le prix de ses appareils en faisant travailler des gamins au Bangladesh ou en Chine ou au Japon. On fait importer des appareils et en fait, juste pour faire taire les gens, on leur dit, parce que les gens disaient c'est pas réparable. Oui, mais regarde, ta machine à laver, elle vaut 200 €. Ah oui, mais donc on fait taire un peu les gens parce que les gens ils rachètent des machines, ils trouvent que c'est pas cher. Mais sauf que à l'époque, on en achetait une tous les 20 ans. Maintenant, on achète une tous les 5-6 ans, une machine à laver. Donc non, moi je suis pas d'accord avec ça. Et ce combat, comme je le dis, je vais pas le gagner seul. Donc, comme les gestes qui sauvent. Vous avez vu, on fait des formations dans les grandes villes pour les gestes qui sauvent. C'est le même principe. Moi, je vais former quelqu'un à sauver une cafetière, il formera quelqu'un à former une cafetière. Puis on aura un maillage et un tissu qui se fera comme ça. Merci Damien. Merci beaucoup. Vous écoutiez Tout Seul, un podcast produit par Orange pour les pros. Sans vos histoires, Tout Seul ne pourrait pas exister. Vous souhaitez à votre tour nous raconter votre parcours? Il suffit de nous contacter via nos réseaux sociaux Orange Pro. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, mettez-lui des étoiles et abonnez-vous pour être informé de la sortie du prochain épisode.